Bonjour à vous tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Ça tourne. Sorties ciné, documentaires, producteurs, réalisateurs ou encore youtubeurs, dans cette émission, le monde de l'image sera mis à l'honneur. J'espère que vous êtes bien installés car voici ce qui vous attend ce soir. Au box-office cette semaine, dans vos salles de cinéma habituelles, Scream revient hanter les salles obscures avec son tueur au couteau masqué. La saga culte débutée en 1996 s'octroie une remise à zéro. Casting original et son œuf, ce 6e opus est annoncé comme le film le plus gore de toute la franchise. Mais il n'y aurait pas de magie à l'écran sans les personnes derrière le rideau. Ce soir, gros plan sur l'autrice et co-réalisatrice française Alizée Zeniter, dont le premier film Avant l'effondrement a été projeté début février en avant-première nationale en Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi ce choix? Elle nous dira tout. 60 ans après la guerre d'Algérie, est-ce qu'une image peut aider à mieux la comprendre? C'est ce que l'on va découvrir ce soir avec Mathieu à travers le documentaire Nos ombres d'Algérie de Vincent Marie. Enfin, King Taz va nous donner les plus croustillantes anecdotes de tournage de films à la sauce bien de chez nous. Ce soir, focus sur la saga Jurassic Park. Beau programme en perspective. Alors je ne sais pas vous, mais ça a dû certainement vous arriver lorsque vous décidez d'aller au cinéma. Il y a tellement de choix en matière de films qu'il est difficile de choisir lequel aller voir. Pour vous aider, je vous ai préparé une petite sélection que je vous propose de découvrir tout de suite dans votre rubrique à l'affiche. C'est l'un des films d'horreur très attendus en ce début d'année, Scream 6. Dans ce nouvel opus, New York a désormais une autre raison de ne plus dormir. Sam, Tara, Mindy et Chad, les survivants des derniers meurtres de Ghostface, risquent d'avoir une mauvaise surprise en se promenant sur Times Square. On regarde la bande-annonce. S'il vous plaît, aidez-nous, on s'est fait agresser. Putain, faut faire un jeu, les filles. T'as un problème, mon gars? Je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici. Et il va continuer à nous traquer. On se casse. On a un passé en commun. Il est différent des autres Ghostface. C'est quoi cet endroit? Un sanctuaire. On l'attire ici. Et là, on le bute. Allô? On va jouer à un jeu. Tu sais que tu dois être le 10e gars qui s'amuse à ça. Et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque. Peut-être. Mais il n'y en a jamais eu un comme moi, Gail. Moi, je suis... différent. Alors crois-moi, je vais pas te rater. Tu vas prendre cher, connard. C'est moi que tu veux. Ok, finissons-en. Les gars? Enfin, les femmes sont à l'honneur au cinéma cette semaine dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Woman Talking, nommé à l'Oscar du meilleur film de Sarah Polley, devrait vous plaire. Basé sur une histoire vraie, il raconte l'histoire d'un groupe de femmes dans une colonie religieuse isolée aux États-Unis. Dans cette colonie, les hommes ont tous les pouvoirs tandis que les femmes ne sont rien. Victime de nombreux abus sexuels, deux choix s'imposent à elle, subsister au sein de la communauté et se battre, ou bien la quitter pour un nouveau départ, un film qui vous prendra aux tripes.
résidence, vous priez de sortir de chez eux afin d'être comptés pour le recensement de celui-ci. Veuillez sortir de chez vous pour vous faire recenser. Venez vous faire compter pour le recensement de 2010. Là d'où je viens, d'où ta mère vient, on ne parlait pas de notre corps. On nous a donné 2 jours pour pardonner aux agresseurs avant leur retour. On savait à peine lire et écrire. Mais ce jour-là, on a appris à voter. Ne rien faire, rester et se battre, partir. Si nous ne pardonnons pas à ces hommes, nous renonçons à notre place au ciel. Il doit bien y avoir quelque chose qui vaut la peine d'être vécu dans cette vie et pas que dans la suivante. On sait aujourd'hui qu'on n'a pas imaginé ces agressions. On sait qu'on est meurtri et infecté et mise enceinte et que plus d'une en est morte. On ne peut pas pardonner parce qu'on y est forcé. De quel droit? Toi et toutes les autres, vous faites comme si j'avais eu le choix. On sait qu'on doit à tout prix protéger nos enfants. Je vais devenir une meurtrière si je reste. On n'est pas toutes des meurtrières. Pas encore. Ils ont enseigné la leçon de la domination. Et les petits garçons se sont avérés d'excellents élèves. Mais ce sont aussi des enfants que l'on peut éduquer. Avons-nous pris une décision? Notre choix déterminera ton avenir. De beaux films à découvrir dans vos salles de cinéma habituelles. Alors bien entendu, il s'agit de ma sélection, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais ça vous donnera déjà un ordre d'idée de films intéressants à aller voir. Alors le cinéma nous fait rêver, il permet de nous évader, également d'éveiller notre imaginaire, mais pour que cela soit possible, il faut passer de l'autre côté du rideau, car ce sont toutes les petites mains qui travaillent en coulisses qui le permettent. Les machinistes, les cadreurs, les scripts ou encore les costumières. Nous avons décidé de les mettre en lumière dans votre chronique Gros Plan. L'association Cinéma d'ici et d'ailleurs a organisé le mois dernier, en présence de l'autrice et co-réalisatrice française Alice Zéniter, la projection en avant-première nationale de son premier film Avant l'effondrement. Nous avons eu la chance de pouvoir la rencontrer, mais avant de la retrouver, je vous propose de regarder un extrait de ce film. Quand Tristan et Fanny se sont rencontrés, il y a plus de 15 ans, Fanny était tout ce que Tristan voulait être. Parisienne de naissance et fille d'universitaire, alors que lui avait grandi dans un village sans charme des Côtes d'Armor. Aujourd'hui, ils vivent ensemble dans le 18e arrondissement de Paris. Ils sont fiers de leur colocation qui n'est pas due à des raisons économiques, mais reflète l'importance qu'ils accordent à leur amitié. À la une ce matin, Fanny, il est 7h. c'est par la chaleur, 15e jour de canicule, c'est du jamais vu pour un mois de juin. Vous l'avez encore senti cette nuit, les températures sont restées au-dessus des 30 degrés. Paris fantôme, il est déconseillé de sortir en raison de la pollution. Et alors que de plus en plus de salariés exercent leur droit de retrait, les candidats aux élections législatives continuent, eux, à faire campagne. Bonsoir Alice. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est un plaisir. Alors, votre premier film, coécrit et co-réalisé avec Benoît Volney, Avant l'effondrement, sortira en France en avril prochain. Un film produit par Elsevier Film et distribué par Pyramide Distribution. Vous avez décidé, en collaboration avec l'association Cinéma d'ici, d'ailleurs je l'ai dit précédemment, de le présenter en avant-première au public calédonien. Pourquoi ce choix ? En fait, il se trouve que moi, j'étais ici pour un projet d'écriture qui m'appelait à rester sur le territoire assez longtemps. Et du coup, c'était une chance qui se présentait, en fait, de pouvoir présenter le film ici et de pouvoir avoir une avant-première à Nouméa, qui est un endroit qui est généralement en fait trop loin pour la plupart des réalisateurs et des réalisatrices qui ne sont pas calédoniens quand il s'agit de faire une tournée des avant-premières.
première personne se dit tiens, si je faisais 22 000 km pour aller le présenter à Nouméa, et là moi j'étais sur place, donc évidemment j'allais pas rater la possibilité de montrer le film ici, de pouvoir le partager avec mes amis calédoniens et calédoniennes, et d'une certaine manière de participer aussi un peu à la vie culturelle de la Grande Terre pendant que j'étais de passage ici. Alors, vous avez plein de cordes à votre arc, je n'ai pas toutes les citer. Vous êtes une romancière qui a remporté de nombreux prix, comédienne, metteur en scène ou encore dramaturge. Vous vous attaquez au cinéma, même si vous n'êtes pas à votre coup d'essai, puisqu'en 2014, vous avez coécrit le scénario du film Fever, réalisé par Raphaël Nil. C'était la suite logique pour vous de passer de l'autre côté de la caméra ? Eh bien, je crois pas, parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose de très différent, la littérature et le cinéma, et notamment dans le fait que quand j'écris un livre, en fait, il y a un côté toute puissante. Je suis tranquille face à mon ordinateur, je peux décider de tout ce qui arrive, je peux donner des destins fabuleux aux personnages, je peux créer des décors absolument dingues, et le cinéma, c'est quelque chose de totalement différent. Déjà, c'est un travail d'équipe, et toute l'équipe du film était absolument géniale. Donc c'est un plaisir de travailler en équipe, mais ça veut dire aussi dépendre de ce qui est possible, des capacités techniques de chacun. Ça veut dire aussi dépendre beaucoup d'une économie, parce que inventer des décors merveilleux au cinéma, des costumes, tout ça a un coût que ça n'a pas dans le roman. Donc en fait, c'est un domaine totalement autre, même si j'ai tendance, moi, à m'intéresser à toutes les formes que peut prendre la fiction. Et alors, dans ces cas-là, si on parle d'exploration répétée des formes de fiction, c'était une continuation pour moi, tout en étant un saut dans l'inconnu. Alors, dans votre film, Avant l'effondrement, il est question d'une histoire de filiation sur fond de décor politique, en l'occurrence donc les élections législatives, un thème que l'on retrouve également dans votre roman Comme un empire dans un empire, publié en 2020, où il était question de l'engagement politique dans une France en crise. Est-ce que pour vous, le cinéma en 2023 reste un objet politique ? En fait, pour moi, toutes les questions, tous les récits qu'on produit sur le monde ont une fonction politique. Et quand cette fonction, elle est masquée, quand on a l'impression qu'il n'y en a pas ou quand on prétend qu'il n'y en a pas, c'est encore une manière de faire de la politique. Et en fait, c'est une manière d'acquiescer à un ordre du monde. Le fait de croire qu'on puisse représenter le monde sans le critiquer, en fait, ça veut dire que l'ordre du monde tel qu'il est nous va. Et moi, il se trouve qu'il ne me va pas, que je suis insatisfaite de l'ordre politique dans lequel j'évolue pour des tas de raisons. Et donc, chaque fiction que je crée parle de cette insatisfaction. Et après, c'est vrai que Comme un empire dans un empire et Avant l'effondrement sont liés dans le sens où déjà c'est des projets qui datent de la même période. Donc moi j'avais Comme un empire dans un empire sur le feu d'un côté, et puis je travaillais avec Benoît sur Avant l'effondrement de l'autre, mais les projets se frottaient un peu. Et puis c'est la question de cette insatisfaction politique dans les deux œuvres, mais traitée sous l'angle de « et alors qu'est-ce qu'on fait ?» Est-ce que cette insatisfaction, elle doit se traiter dans les institutions ou au dehors ? Est-ce qu'elle doit déboucher sur une révolution pour que des changements conséquents soient possibles ? Est-ce que c'est encore possible de croire aujourd'hui de manière joyeuse à une révolution ? Voilà, toutes ces questions-là, elles se retrouvent dans les deux œuvres, mais je dirais que l'ensemble des fictions que j'ai proposées depuis que j'écris, en fait, elles sont politiques. Alors justement, vous êtes une femme engagée. Donc, dernière question pour vous par rapport à cet engagement. L'urgence climatique actuelle met en grande fragilité donc, des segments de population déjà touchés par d'autres grands maux de cette époque. Est-ce que pour vous, il y a des points communs entre le mouvement d'émancipation des femmes et les luttes pour le climat et la préservation de l'environnement ? Oui, absolument. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire que je penserais que par essence, toutes les femmes seraient naturellement écologistes alors que les hommes ne le seraient pas. Mais on parle de questions de mode de rapport à l'autre et de rapport au monde, en fait, qui sont partagées dans le combat féministe et le combat écologiste. Et par là, je veux dire une façon de dénoncer, en fait, de dénoncer des rapports au monde qui se font sous le mode de la prise de possession, la réification
civilisation. Et en fait, il y a une manière d'avoir pu penser qu'on disposait des corps des femmes, comme on disposait des corps de la main-d'œuvre racisée, comme on disposait en fait de la faune et de la flore qui étaient uniquement là pour pouvoir être exploitées afin de rendre plus grande la civilisation humaine qu'on pense comme complètement décorrélée de la partie nature. Et donc, dans le combat féministe et dans le combat écologiste, il y a un appel à créer d'autres modes de fonctionnement, d'autres manières d'habiter avec les autres. Et ça veut dire avec les humains, mais aussi avec les vivants non humains. Alice, notre interview touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et puis on vous souhaite bonne continuation pour la suite. Et puis qui sait, peut-être que l'on se retrouvera dans une autre émission si vous êtes de passage en Nouvelle-Calédonie pour nous présenter un nouveau long métrage. Eh bien, avec plaisir. Merci à vous. Merci. Comme on vient de le voir, le cinéma peut inviter à la réflexion. Il apporte bien des sensations, le rire, la joie, la peur, la tristesse. À travers les films documentaires, il aborde des thèmes assez durs tels que la vie ou la mort. Il nous confronte à la réalité et nous aide très souvent à comprendre l'autre. Ce soir, avec Mathieu, justement, nous allons découvrir ensemble un film documentaire assez particulier. C'est l'heure de votre chronique, l'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir chers téléspectateurs. Comment vas-tu? Eh bien écoute, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle émission. Ça va très bien. Alors ce soir, tu vas nous parler d'un film documentaire. De quel film documentaire il s'agit? J'ai choisi de vous parler des Ombres d'Algérie. Alors c'est un film documentaire de 52 minutes du réalisateur Vincent Marie qui est sorti en 2022. Alors c'est un documentaire qui traite de l'histoire de la guerre d'Algérie au travers du regard d'artiste. Mais tu vas me dire de quel genre d'artiste est-ce que l'on parle? Et bien justement, on va regarder une petite vidéo et après on réagit par rapport à ça. Il y avait des gens empilés depuis le sol de la station, là, jusqu'au niveau du trottoir. Et donc des policiers qui avaient pris des tables de bistrot et qui les jetaient sur les gens. C'est quand même un événement sous la Ve République où jamais la police, d'une manière si organisée, si nombreuse, a massacré autant de gens. En plein cœur de Paris. Et quand j'étais petit, être arabe, c'était un gros mot, quoi. C'était un gros mot. Et tu grandis en étant un gros mot. Le problème dans les familles maghrébines et algériennes, on parle de rien. Il y a toujours, même 50 ans après, beaucoup de rancœur, de non-dits, de choses qui sont restées en travers de la gorge et qui, voilà. Enfin, la guerre d'Algérie, on voit qu'il y a beaucoup de choses encore pas réglées. Dans l'oubli, dans le silence, il y a quelque chose aussi qui fait que ce n'est pas résolu. Et ça intervient comme un poison, en fait. C'est un gros tabou dans les familles, les discussions sur la guerre d'Algérie, mais aussi sur le passé. D'où peut-être ce désir de dessin. Pourquoi je dessine ? Alors voilà, ce sont des témoignages très forts et vous l'aurez compris avec la dernière phrase du personnage, il s'agit d'artistes du 9e art, c'est-à-dire de dessinateurs de bandes dessinées qui d'une certaine façon retracent la mémoire de cette guerre d'Algérie. En tout cas, ils s'inspirent de cette histoire pour en parler. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ce documentaire? Qu'est-ce qui t'a plu? J'ai choisi ce documentaire pour plusieurs points. Tout d'abord, c'est un film que j'ai trouvé très instructif tout en étant accessible au plus grand nombre. La particularité, c'est l'originalité d'aller questionner justement ces dessinateurs qui, d'une certaine façon, ont un lien avec cette histoire. Ce sont soit des gens concernés parce que leur famille était des descendants d'Algériens, donc des pieds noirs, d'Algériens français, soit ce sont tout simplement des Algériens qui se sont battus contre la France, la résistance par rapport à la colonisation. Donc l'originalité de ce montage vidéo aussi, il y a une certaine esthétique. C'est un aspect plutôt original, c'est une animation qui mélange par certains moments la bande dessinée avec des vidéos. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa en fait. Et il y a aussi des similitudes avec la Nouvelle-Calédonie. Disons historiquement, c'est une histoire douloureuse comme celle qui s'est passée ici par rapport à la puissance française coloniale de l'époque. Il y a ce mot tabou qui revient assez souvent. On dit souvent que la Calédonie c'est le pays du tabou. Donc
Voilà, des aspects, des parallèles qu'on peut faire avec l'histoire calédonienne. C'est aussi une guerre qu'on a surnommée les événements d'Algérie. Alors vous voyez le parallèle avec la Nouvelle-Calédonie, les événements en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une guerre, c'est un conflit qui a commencé en 1954 et qui s'est terminé en 1962. Alors comme tu l'as dit Mathieu, dans ce documentaire, les descendants en fait, de la guerre d'Algérie partent à la rencontre finalement des fantômes de leur passé. Est-ce que l'on peut dire que le dessin, c'est un moyen pour eux de dédramatiser leur souffrance ? Alors pas forcément pour dédramatiser leur souffrance, je dirais plutôt que le dessin permet d'une certaine façon de rendre cette histoire plus accessible, plus humaine, avec des histoires personnalisées. Bien sûr, les auteurs s'inspirent de l'histoire réelle pour raconter des histoires avec des personnages dont on peut s'attacher. Donc c'est vraiment un aspect qui m'a paru très intéressant. Et après, il y a un dernier point sur lequel je voulais parler, c'était du coup le réalisateur, ce monsieur Vincent Marie, qui est historien de formation et passionné d'histoire. Donc et aussi un grand amateur de bande dessinée. Donc vous voyez un petit peu, il arrive à allier ces deux passions à travers ce film. Faire des films pour lui, c'est un engagement civique et politique, et c'est une façon d'aller à la rencontre des gens, de faire du documentaire. À noter dans vos agendas que ce documentaire est à retrouver sur Calédonia le lundi 13 mars dès 19h55. On se dit à mardi prochain. À mardi prochain, Steph. Merci Mathieu. Alors, les secrets de tournage dans le cinéma, vous aimez. Moi, pour ma part, j'adore ça parce que ça me permet de revoir mes films préférés, je dirais, donc sous un autre angle. Et justement, ce soir, avec King Taz, nous plongeons en plein cœur des secrets de tournage de la saga Jurassic Park, dont le premier volet est sorti en 1993. C'est tout de suite dans votre rubrique L'envers du décor. Vous n'êtes pas prêts, ça m'a allé sérieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'envers du décor, nous allons parler dinosaures. Ah ouais, il y a un film qui existe sur Michel Drucker. Oh mais non, dinosaures, genre des vrais dinosaures. Ah d'accord, autant pour moi, je me disais aussi. Alors j'imagine que tout le monde connaît le film cultissime Jurassic Park. Ben ça, hein. Ok, mais est-ce que vous saviez que Alan Grant, le personnage principal, a été inspiré par le vrai paléontologue Jack Horner, qui fait des fouilles et enseigne aussi dans le Montana? Il a même été conseiller technique sur le film. Sérieux? Genre c'est lui qui disait le T-Rex, d'après mes recherches, il était plus bleu. Et puis les bras, ils étaient plus longs aussi. Et puis il mange de la salade en vrai. Bon, ça y est, t'as fini là? Oui, pardon, je délire tout seul. D'ailleurs, un certain Harrison Ford a été approché pour jouer le rôle principal, mais c'est Sam Neill qui a remporté le rôle. Ah ouh, j'adore cet acteur. Il joue trop bien le mec impressionné devant les dinos là. Eh ben sache que les plans larges des dinosaures ont été presque tous réalisés en images de synthèse, tandis que ceux sur des parties de corps des bestiaux, comme les têtes, ont été créés en animatronique, un robot mécanisé en quelque sorte. Et c'est ce subtil mélange entre images générées par ordinateur et effets visuels traditionnels qui fait la force de Jurassic Park. Steven Spielberg avait pensé créer les animations des dinosaures en stop motion. Le cinéaste et le superviseur des effets spéciaux ont même réalisé une petite démo de la scène de la cuisine avec les raptors en utilisant des poupées Barbie à la place des bestioles. Les Barbie, ça fait vachement moins flipper du coup, hein. Et ouais, c'est la magie du cinéma. Et oui, au cinéma, tout est possible. Notre émission touche à sa fin. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle soirée à vous. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.